Les années SIDA, Frédéric et Valentine. Au nom de l'amour, octobre 1985. Les deux amoureux vivaient sur un petit nuage depuis que Valentine était enceinte. Ils n'avaient annoncé la bonne nouvelle à leur famille et à leurs amis que début septembre. Entre-temps, Valentine avait eu sa première consultation et sa première échographie. Sa grossesse se déroulait normalement, mais était imperceptible aux yeux extérieurs. Seul Frédéric s'était rendu compte que les seins de sa femme remplissaient un peu plus ses mains, ce qui ne lui déplaisait pas du tout. Pour le reste, la jeune femme n'avait pas pris un gramme et était toujours aussi mince. Elle se portait comme un charme et poursuivait ses activités habituelles. Si elle n'avait pas été obligée de le dire dans le service pour bénéficier de son heure de grossesse depuis septembre, personne ne s'en serait douté. Elle était toujours aussi active et énergique. Frédéric était étonné car sa femme ne correspondait absolument pas au tableau habituel de la femme enceinte au premier trimestre, tel qu'il l'avait appris pendant ses études. Changements physiques, fatigue, stress, libido en berne, nausées, vomissements, rien de tout ça ne l'affectait. Et lui en était le premier bénéficiaire. En ce début octobre, elle entamait son second trimestre, celui où les œstrogènes produits par le placenta stimulaient la libido. Le jeune médecin savait que, plus congestionnés, mieux lubrifiés, les tissus vaginaux pouvaient avoir tendance à être en permanence dans un état proche de celui de l'excitation sexuelle. Tout comme le clitoris et les seins, ils devenaient beaucoup plus sensibles et réceptifs aux caresses. Souvent, les envies de câlin se multipliaient et le plaisir gagnait en intensité. Bon sang, si c'est le cas, qu'est-ce que ça va être, pensa-t-il. Si Valentine et Frédéric étaient aux anges, la passion pour leur métier était aussi intacte que celle qu'ils avaient l'un pour l'autre. Du côté du sida, les choses commençaient à bouger. Depuis que l'acteur Rock Hudson avait révélé sa maladie et son homosexualité, ses pairs d'Hollywood s'étaient mobilisés, notamment son amie Elizabeth Taylor. Dès la fin de 1984, elle avait commencé à organiser un gala pour lutter contre l'épidémie et aider la recherche. Le tout Hollywood s'y était pressé, et Liz Taylor y avait aussi invité son amie Lynn Renault, alors installée aux États-Unis pour trouver un adaptateur, un producteur et une salle pour sa pièce Folle Amanda. Là-bas, elle avait été horrifiée par les images de la chaîne CNN montrant des enfants chassés de leur école à cause de leur hémophilie. Le 2 octobre 1985, la mort de Rock Hudson laissa Lynn Renault sous le choc, comme tous les pères américains de l'acteur. Invitée au journal de 13 heures pour lui rendre hommage et témoigner de la mobilisation des acteurs aux États-Unis, l'artiste annonça alors qu'elle voulait suivre les traces de son amie Liz Taylor. Dans les minutes qui suivirent l'émission, de nombreux artistes lui avaient téléphoné pour la presser d'organiser un gala. Elle se lança alors, appuyée par Bernadette Chirac et Dalida, entre autres, pour mobiliser le monde du spectacle afin de recueillir des fonds et aider la recherche. En revanche, elle eut des difficultés à trouver des sponsors. La pub ne la suivit pas, comme c'était le cas de Liz Taylor aux États-Unis. Pourtant, les besoins étaient énormes. Le professeur Montagnier et son équipe n'avaient pas d'argent, même pas de quoi acheter des centrifugeuses, comme le secrétaire général de l'Institut Pasteur l'avait confié à Lynn Renault. Beaucoup de salles refusèrent de coopérer. Seul le Paradis Latin accepta de servir 600 dîners bénévolement. Mais sans association, elle ne pouvait rien faire d'autre. Jacques Chirac, alors maire de Paris, lui conseilla de faire appel à un trésorier de la Cour des comptes, qui consentit, à titre privé et bénévole, à devenir celui de son association des artistes contre le sida. Marie-Hélène de Rothschild, Bernadette Chirac, Dalida, Thierry Leluron en constituaient le noyau dur. Les boîtes de pub se désintéressant du problème, ce fut dans les pages jaunes que Lynn Renault trouva des sponsors qui allaient lui permettre d'organiser enfin le gala du 25 novembre auquel Elizabeth Taylor et Audrey Hepburn lui firent l'amitié d'être présentes. L'association récolta 1 million de francs.
C'était beaucoup, mais trop peu. Lynn Renaud persuada alors Pierre Bellemare, dont l'émission Au nom de l'amour sur FR3 était très regardée, d'en consacrer une au sida. Sur le plateau, les témoignages s'étaient succédés, bouleversants. La plupart des personnes s'exprimaient à visage couvert, mais pour la première fois, la réalité du sida apparaissait. Après cette émission, 10 millions de francs de dons affluèrent. Cette mobilisation des artistes avait particulièrement ému Valentine, tout comme celle des associations de malades. Elle avait, comme beaucoup de monde, regardé l'émission de Pierre Bellemare, à laquelle était invitée Lynn Renaud, ce soir du 11 décembre, blottie dans les bras de Frédéric. C'est à croire que les politiques se désintéressent complètement du problème, émit-elle, encore secouée par les témoignages. Et quand ils s'en mêlent, c'est pour se couvrir de ridicule. Je crois savoir à quoi tu fais allusion, chérie. L'affaire de la cyclosporine ? Oui. Franchement, une ministre de la République qui organise une conférence de presse dans les locaux de son ministère pour annoncer une découverte scientifique qui n'en est pas une, c'est vraiment honteux. Les tests avec la cyclosporine ont été réalisés dans des conditions scabreuses, sans que le comité d'éthique ait été saisi, ce qui est une obligation, me semble-t-il. Je confirme, répondit Frédéric. Et le consentement éclairé des patients n'a pas été recueilli non plus. Sans compter que l'expérimentation n'avait eu lieu que sur 2 patients atteints de sida et pendant 5 jours. Ils ont merdé sur toute la ligne. C'est un euphémisme. Le premier patient est mort le lendemain de la conférence et le second 12 jours plus tard. Ces médecins ont surtout donné de faux espoirs. Certes, sous cyclosporine, les taux de lymphocytes T4 ont remonté, mais ce médicament les rendait inactifs. Les 2 patients avaient beau avoir plus de lymphocytes T4, ceux-ci ne servaient à rien pour leur système immunitaire. C'est exaspérant. Pourtant, elle restait calmement blottie contre l'homme de sa vie. Enceinte de 5 mois et demi, son ventre commençait à montrer un léger renflement, que Frédéric ne cessait de caresser, attendant que sa fille se manifeste. L'échographie réalisée à la mi-novembre leur avait en effet permis de voir le sexe de leur enfant. Dès le mois précédent, Valentine avait perçu des légers mouvements, comme des petites bulles d'air qui se déplaçaient et éclataient dans son ventre, ce qui se produisait plusieurs fois par jour et à des moments où elle était détendue. Lors de l'échographie, Frédéric avait vu sa fille gigoter et bâiller. Il en avait été ému aux larmes. C'était aussi à cette période qu'il avait commencé à percevoir les mouvements de son enfant. Depuis, dès qu'il le pouvait, il cherchait à communiquer avec le bébé. Le son de sa voix et une légère pression de sa main sur le ventre de Valentine, lorsqu'ils étaient tous les 2 dans le canapé ou dans leur lit, déclenchaient généralement une réponse à sa plus grande joie. En plus du bonheur de sentir sa fille réagir à ses caresses, l'envie accrue de câlins de sa femme le comblait. Plus les mois défilaient, plus il la connaissait, plus il était heureux. Il vivait une lune de miel permanente depuis que Valentine était à ses côtés. Les années de sida, il serait Frédéric une famille. Et Valentine, l'enfant de l'amour. Mars 1986. Valentine était en congé maternité depuis la mi-février. Elle était toujours aussi en forme et était allée jusqu'au bout, ne prenant que 3 jours de congé annuel avant la date officielle. La dernière échographie, passée fin janvier, avait montré que tout allait bien, et lors de sa consultation du 8e mois, qui avait eu lieu quelques jours avant son 28e anniversaire, bébé était toujours la tête en bas, mais le col était encore bien fermé. L'obstétricienne qui la suivait avait juste tiqué lorsqu'elle avait vu qu'elle n'avait pris que 7 kilos. Pendant la première semaine de mars, elle avait préparé son bagage pour le départ à la maternité. Ce lundi 17 mars, elle avait rejoint Fred dans son bureau et ils étaient rentrés tous les 2 à pied. Les températures étaient encore fraîches, mais marcher lui faisait du bien. Ils avaient préparé tous les 2 un dîner léger avant de s'installer devant un bon film. Comme toujours, Valentine était blottie dans les bras de Fred, qui lui caressait le ventre.
Il faisait cela depuis le début et parlait à sa fille. Le bébé se manifestait très souvent quand il posait sa main à certains endroits, et à sa voix quand il frôlait le ventre de sa femme avec ses lèvres. Alors que le générique de fin du film défilait, la jeune femme se leva pour aller aux toilettes. Mais sur le chemin, elle sentit un liquide chaud couler le long de ses jambes et une grosse flaque recouvrit le sol. Frédéric ne s'était encore rendu compte de rien, mais lorsqu'il tourna la tête, il la vit figée sur place. Sentant son regard sur elle, elle finit par articuler « Oups, je crois que ma poche des os vient de se rompre. » Le futur papa se précipita vers elle. « Tu ne sens pas de contraction ?»« Non, rien pour l'instant, répondit-elle un peu excitée. Mais en tout cas, l'arrivée de bébé est pour très bientôt. Je vais prendre une douche. Oui, vas-y, mon amour. Je me charge de faire le ménage. Elle prit son temps, nullement affolée. Même après la douche, elle n'avait toujours aucune contraction. Ce fut finalement Frédéric qui la poussa un peu pour partir. Quand elle lui dit qu'elle voulait même aller à la maternité à pied, arguant qu'il n'en aurait que pour un quart d'heure, il refusa tout net et l'obligea à monter en voiture. Ils arrivèrent à l'accueil de la maternité juste avant minuit. Ce n'est qu'en arrivant dans le couloir qu'elle ressentit une douleur intense, bien que supportable, si elle respirait comme lors des séances de yoga qu'elle avait pris l'habitude de faire avec Fred. Est-ce que ce serait une contraction ? À l'examen, elle n'était qu'à un doigt, avec un col encore postérieur. Elle regarda alors Frédéric avec un air navré. « Ça risque d'être très long, mon amour. » Finalement, les contractions revinrent régulièrement, de plus en plus rapprochées, de plus en plus intenses. À 3 heures du matin, la dilatation était à 4. « Le travail est bien en place, ça devrait aller assez vite, dit la sage-femme. » Si elle pouvait dire vrai. Pourtant, Valentine arrivait à gérer la douleur des contractions et Frédéric l'accompagnait dans la respiration yogique et appuyait dans le bas de son dos lorsque les contractions apparaissaient. Grâce à lui, elle parvint à rester calme. Cependant, vers 5 heures, la douleur devint difficile à gérer. Mais la jeune femme tint bon, non sans broyer la main de son mari qui ne la lâchait pas. L'arrivée de leur fille était imminente. La phase de poussée commença. Valentine changea de position et se mit sur le côté. Ensuite, tout alla très vite. À un moment, la sage-femme lui demanda d'arrêter de pousser, pour éviter une déchirure. Mais elle y arriva à peine, car son corps travaillait seul, et elle ne faisait que se laisser porter. Elle sentit encore une douleur très intense. Le cercle de feu. Ça y est, la tête est sortie. C'est presque fini. Elle eut à peine le temps de réaliser que Mélanie était déjà là, sur son ventre. Il était 6 heures du matin. La sage-femme attendit que le cordon cesse de pulser avant de demander à Frédéric de le couper. L'expulsion du placenta fut ensuite très rapide. Cette poussée supplémentaire lui parut complètement anodine face à ce qu'elle venait de vivre avec l'amour de sa vie. Elle était envahie d'une joie immense de rencontrer sa fille et d'une fierté personnelle d'avoir réussi à accoucher naturellement, sans crier. Frédéric n'était pas moins fier d'elle. 2 jours après la naissance, le jour du printemps, la nomination de Michel Barzac comme ministre de la Santé dans le second gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac fut une excellente nouvelle. Gynécologue de formation et connaissant des médecins qui suivaient des patients contaminés, elle avait conscience du problème de cette maladie qu'on appelait encore la maladie des 3 H, pour laquelle les tests de dépistage existaient, mais dont l'usage n'était pas encore rentré dans les mœurs. Maintenant, les choses vont peut-être bouger, mit Valentine, qui était en train de donner le sein à Mélanie, sous le regard ému de son mari. Sa réflexion le fit sortir de sa contemplation. C'est tout l'intérêt d'avoir un ministre de la Santé qui soit médecin. Il paraît qu'elle a l'intention de lancer une grande campagne d'information
et de promouvoir le préservatif via la publicité. Pour ça, il va falloir qu'elle fasse voter une loi, dit Frédéric, car la pub pour le préservatif est interdite. Il est avant tout considéré comme un moyen anticonceptionnel. Ça va demander un peu de temps. J'espère qu'elle va aussi se préoccuper de la situation des héroïnomanes. Justine, lorsque je l'ai eu au téléphone la dernière fois, m'a dit qu'il se contaminait par l'échange de seringues. Une seringue sert à 10 personnes, même parfois jusqu'à 40. Une bonne façon de les protéger serait de leur fournir du matériel propre. Je pense que Barzac doit être au courant de cela, et cela ne m'étonnerait pas qu'elle monte au créneau aussi pour la vente de seringues en vente libre. Presque toute la famille et les amis les plus proches avaient fait connaissance avec Mélanie. Les premiers avaient été les parents de Valentine, Rudy et Olivier. La mère de Frédéric était venue le lendemain, mais les nouveaux parents étaient allés à Hermanville le week-end qui avait suivi la sortie de maternité des 2 trésors de Frédéric. Ainsi, Étienne Acheret, Victoire, Nicolas et Virginie avaient pu admirer la petite merveille. Mélanie était un bébé cool et paisible, comme son père l'avait prédit. À 1 mois, elle dormait d'une seule traite de 23h à 7h du matin, parfois même jusqu'à 9h. Valentine l'avait allaitée complètement le premier mois, mais ensuite le bébé n'était pas assez repu, et elle était passée à l'allaitement mixte, ce qui avait permis à Frédéric de s'occuper un peu plus de sa fille, à qui il pouvait donner le biberon, bien qu'il adorât également regarder Valentine lui donner le sein. Les jeunes parents étaient revenus à Hermanville le jour de Pâques pour Virginie. Mais cette dernière s'était plus occupée de sa nouvelle cousine que de la chasse aux œufs dans le parc. Ils s'étaient ensuite retrouvés lors de la seconde semaine d'avril à Val d'Isère. Les parents de Val étaient là aussi, et logeaient chez Pascal. Véronique eut la joie de s'occuper de sa petite fille lorsque Valentine allait skier. Juste avant ses vacances, la jeune femme avait fait comprendre à Frédéric que c'était le bon moment pour refaire l'amour. Depuis son retour de maternité, il s'était contenté des bisous et des caresses, mais Valentine avait envie de plus. Elle savait aussi que l'homme de sa vie ne voulait pas la brusquer et attendait patiemment qu'elle soit prête. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le soit 15 jours après son accouchement. Elle n'avait pas encore repris la danse, se contentant du yoga et de remuscler son plancher pelvien et sa sangle abdominale. Elle avait quasiment retrouvé sa silhouette d'avant-grossesse, rentrant sans difficulté dans ses anciens vêtements. Bien que son ventre n'ait pas encore retrouvé sa fermeté originelle, Frédéric la trouvait toujours aussi désirable et ne se fit pas prier. Depuis qu'il l'avait rencontrée ce jour de décembre 1984, il en était éperdument amoureux, et cet amour ne faiblissait pas avec le temps, bien au contraire. Quand quelquefois il repensait à la tournure qu'avait pris son premier mariage en quelques mois, il se disait que cette expérience lui permettait de savourer son bonheur avec Valentine. Leur vie sexuelle était toujours aussi épanouie, mais tout n'était pas construit sur ce seul aspect. Leur amour était profond, et ils partageaient les mêmes valeurs, avaient des projets très proches et beaucoup de goûts communs. Elle était son plus fidèle soutien. Il lui avait fait part de son désir de devenir PUPH et de passer l'HDR, institué par la loi Savary de 1984. Ce nouveau diplôme visait à sanctionner la reconnaissance du haut niveau scientifique des candidats, du caractère original de leur démarche dans un domaine de la science, de leur aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine suffisamment large et de leur capacité à encadrer de jeunes chercheurs. Ce diplôme était destiné à remplacer le doctorat d'État, mais il ne suffisait pas pour pouvoir poser sa candidature au professorat des universités, comme Frédéric le souhaitait. Il lui faudrait obtenir en plus sa qualification par le Conseil national des universités au terme d'une candidature spécifique. Il n'y a pas d'urgence. J'envisage de constituer le dossier de demande d'inscription à partir de l'année prochaine, pour une soutenance d'ici 1989. C'est à ce moment-là seulement que je devrais m'inscrire à l'université de Rouen. Quoi que tu décides, je te soutiendrai autant que je le peux. Nous avons un peu de temps devant nous.
et tu restes ce qu'il y a de plus important dans ma vie avec notre fille. S'il le faut, je ferai ma soutenance plus tard que 1989. Et toi, tu es le plus important pour moi.